Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le débriefing F1 sur motorstv.com. Et là, ça y est, on y est, le premier Grand Prix a eu lieu. On se retrouve donc avec Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Pour bien parler évidemment du Grand Prix d'Australie, donc la manche inaugurale. Je salue tout de suite les nouveaux venus sur le forum de motorstv.com, puisque ça continue, le fait de te poser des questions. Bien sûr, il faut. Et c'est donc Couscous du 68, Alpinos, Skillganon et Groupe F1-Direct qui nous ont rejoints. Et il y a évidemment Bienvenue pas mal de questions. Cela étant, la première question, c'est moi qui vais te la poser. N'hésitez pas. Et on va parler, allez, à tout seigneur, tout honneur, du vainqueur donc, de ce Grand Prix d'Australie. Vous le savez, Sébastien Vettel a donc devancé Lewis Hamilton et Vitaly Petrov sur le podium. Petrov, on va forcément en reparler, mais commençons par Vettel. J'ai le sentiment, Jean-Luc, on est reparti un petit peu là où on avait laissé l'année 2010, avec un Vettel souverain, qui a dominé globalement tout au long du week-end et qui fait honneur à son titre de champion du monde. Je crois que tu as bien résumé, effectivement, c'est exactement ça. Bon, on avait une petite idée après les essais hivernaux, mais on va voir par la suite que toutes les valeurs n'étaient pas les bonnes, notamment évidemment les McLaren Mercedes, puisque tu vas m'en parler juste après, mais en revanche les Red Bull, tu sais, il y a une petite histoire comme ça qui dit, à propos d'un petit animal que tous les autres respectent, il dit on ne sait pas pourquoi, mais tous les autres l'appellent chef. Ben là c'est un peu ça, c'est-à-dire que Sébastien Vettel, il est devenu indubitablement d'abord champion du monde, il a le numéro 1 sur la voiture, alors en général, ça transforme le pilote, généralement, et c'est le cas. On sent une sérénité chez Vettel, une maturité à 23 ans, le regard a changé, l'attitude de l'équipe à son égard, l'attitude probablement de Mark Webber également, parce qu'on le voit, Webber, il a été nulle part, un peu avec la même voiture. On se pose des questions là aussi, sur Webber. Un peu, absolument. Donc, Sébastien Vettel a fait le carton plein, et moi je vais rajouter une petite anecdote qui m'a impressionné. En course, il avait les moyens naturellement de décrocher et d'arracher le meilleur tour en course, qui ne sert à rien. Tu vas te rappeler comme moi d'Ayrton Senna à Monaco 89 de mémoire, qui est en bagarre avec Alain Prost. Tous les deux sont chez McLaren et Ayrton mène la course avec 30 ou 40 secondes d'avance sur Alain Prost. Et Alain Prost, qui est un malin, le sait, arrache le record du tour. Évidemment, Ayrton veut répliquer, il fait une faute au portier et il perd tout. Et là, Vettel, rien à faire, pas de problème. D'autres ont fait le record du tour. Il a suivi sa route impeccablement. Il est d'une maturité absolument impressionnante. Et même, il n'a pas cherché à creuser l'écart au-delà du raisonnable. Alors ça se creuse à la fin, évidemment, parce que Hamilton a des problèmes, puis il lâche un petit peu. Mais il a fait carton plein, c'est remarquable. Alors, faut pas vendre la peau de l'ours et le titre avant. Il va se passer plein de choses, les autres vont progresser. Mais Vettel est indubitablement le patron. Bon, Webber ne l'a pas été, en conséquence. On l'a même trouvé un peu en dedans, Webber, un peu là aussi dans la lancée de cette fin de saison 2010. Perdu, il le dit après les qualifs, il dit mais 8 dixièmes de seconde, mais où il a été chercher tout ça avec la même voiture, il comprend pas. Alors il a regardé plutôt dans le 3e secteur d'ailleurs, pour être précis, qui est le secteur un peu le plus rapide avec les grandes courbes, machin, bon il y a le freinage, la petite chicane, mais et quand on sait que les voitures, on l'a appris après, confirmation, n'avaient pas du tout le KERS. Oui, qu'est-ce que ça t'apporte comme réflexion moi ça m'impressionne, ça veut dire que ça sert pas à grand chose, je veux dire très honnêtement, ça peut empêcher quelqu'un de te doubler, parce que malheureusement on va en reparler, pour dépasser c'est une autre paire de manches, donc voilà, on va reparler évidemment du fameux RDS aussi, donc le fait de ne pas avoir le KERS, ça veut dire qu'en revanche alors en qualif, la manière dont Vettel jouait avec le DRS, ça c'était remarquable, donc voilà, ça veut dire que le KERS, je dis pas que ça sert à rien, mais à pas grand chose, surtout quand tu as les meilleures voitures. Alors le DRS avec Sgt Pepper, Couscous du 68, Schumi, 734, Skillganon, les nouveaux venus qui te posent la question, que penses-tu de ce système? Donc l'aileron arrière mobile qui était censé favoriser les dépassements. Moi, j'ai pas vu plus de dépassements que l'an dernier. Je dirais les 3/4 de la course, il n'a servi à rien, parce qu'on a vu la bagarre entre Button et Massa. Bon, malheureusement, Button, manifestement beaucoup plus rapide, n'arrivait pas à prendre l'avantage malgré tout ça. Alors maintenant, il y a eu 2 beaux dépassements sur la fin. Un de Button d'ailleurs et un autre, je me souviens plus qui, mais où on voyait, parce qu'on le voit heureusement sur certains axes, on voit bien l'aileron arrière qui fait ça. Alors, ça aide, c'est clair. Maintenant, c'est pas un argument décisif et ça me paraît beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Voilà. Donc, on a imaginé un système et puis on s'est rendu compte dès les 2 premiers tours, les premiers tours, que Button, effectivement, à partir du moment où Massa actionnait son KERS, ça s'annulait en fait un petit peu. Voilà, alors autant le KERS, on en a parlé préalablement, je trouve ça bien parce que ça va dans un sens encore une fois de récupération d'énergie, d'économie d'énergie. À mon avis, encore une fois, c'est l'hybride qui va s'imposer sur la route et pas du tout les voitures électriques. On le sait bien parce que l'hybride produit sa propre énergie. Bon, on peut en discuter à l'envie, c'est pas l'idée. C'est normal que la Formule 1 apporte sa pierre à l'édifice du développement technologique de cette manière-là. Donc ça, je trouve ça très bien. Mais alors là, bon, en plus, tant mieux, tout a très bien fonctionné. On a vu d'ailleurs qu'on s'est intéressé de près du côté de la FIA à l'aileron. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accident. En revanche,
quand les pilotes, certains c'est en tapant le frein, quand les pilotes, hop, remettent l'aileron comme ça, eh bien on voit que l'appui aérodynamique n'est pas généré instantanément, pas dans le dixième de seconde, et c'est normal, même à 300 km/h, donc les pilotes ont un peu de mal à tenir la voiture. On a vu des écarts de trajectoire à très haute vitesse. Bon, c'est quand même un système qui me fait un peu peur, moi, qui m'inquiète un peu. Bon. Allez, petite question, tiens, au passage sur les McLaren, qui se sont bien montrés durant ce week-end. Alors Button, tiens, la sanction, son drive-through, injuste, dur. Alors écoute, je l'ai dit en direct, on n'était pas tout à fait du même avis avec Patrick. Pour moi, injuste, oui, surtout quand après on voit Barrichello faire carrément un T-bone sur Nico Rosberg et ne pas être sanctionné. Moi, je suis désolé, il y avait une belle bataille entre les deux hommes, vraiment très très belle, qui a duré plein de tours. Comme par hasard, évidemment, on va me dire, Massa retenait comme il fallait Button pour que Alonso arrive derrière. Là, il était pris en sandwich Ferrari, hein, Button, il fallait que ça passe. Alors, il tente un truc en plus couillu, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment, il tente un truc difficile, à haute vitesse. L'autre lui laisse pas le choix, effectivement. Il y aurait eu un mur, il était décalqué dans le mur. Bon, bah, il prend l'échappatoire. Je pense pas que ce soit calculé, honnêtement. Alors, après, faut-il sanctionner ou pas? Ce que Button aurait peut-être dû faire, c'est rendre sa position et ça a annihilé. Sauf que t'as vu Massa rentre aussitôt au stand. De toute façon, il n'a pas le temps. C'est exact. Il était un peu piégé à tous les niveaux. Donc, bon, puis Massa laisse passer Alonso en lui déroulant justement le tapis rouge, bien sûr. Bon, ça fait partie du jeu. Mais moi, j'ai trouvé ça sévère. Voilà, ça pourrissait la course de Button. Un peu trop sévère. Alors, les pilotes, s'ils peuvent plus dépasser, ils ont plus le droit de tenter un truc et de se sortir au dernier moment d'une situation un peu compliquée, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est Alpinos qui te posait la question sur la sanction de Button, voilà, tu as répondu. Je vous invite d'ailleurs à aller sur notre site, donc internet, vous y êtes forcément, mais allez voir notre dossier F1. Quand vous ouvrez la page F1, vous avez une fiche par pilote, par équipe, les statistiques remises à jour après chaque Grand Prix. Bon, c'est quand même pas mal, croyez-moi. Alors, Hamilton, donc, qui assure un beau résultat d'ensemble quand même pour McLaren, les deux pilotes sont dans les points. Ça nous a un peu surpris de voir McLaren aussi bien, alors qu'on les pensait vraiment en difficulté après les essais hivernaux. Ils ont été les principaux adversaires des Red Bull. Plus que surpris, ça veut dire une nouvelle fois qu'une grande équipe comme McLaren, et je vais appliquer le système à Ferrari pour le prochain Grand Prix, est capable de réagir en 10 jours à peine. McLaren s'était perdu donc dans un échappement, le octopus, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la pieuvre. Donc on imagine en dessous, parce que inspiré un peu du Renault, et c'est vraiment ça. Renault a mis en place donc un système original avec, on le sait, les échappements qui sortent en avant des pontons et qui soufflent dessous et qui créent une dépression. Les autres se sont dit, oula, faut faire pareil. Donc McLaren a travaillé sur le sujet. Donc apparemment, si on dit octopus, c'est que dessous, il devait y avoir, t'imagines tous les tuyaux qui viennent comme ça et qui... Bon, alors, ça chauffait le fond plat, mais alors, ça l'a fondu même, ça, on en a la preuve. Et deux, ça devait être tellement aérodynamiquement un peu risqué que bon, on est revenu à des solutions classiques. Et la preuve, ça marche. Donc en attendant peut-être des développements ultérieurs. D'ailleurs, ils ne l'ont pas, ils continuent à travailler. Alors on verra peut-être ressortir un système d'échappement compliqué, on va dire chez McLaren, mais quand il sera au point. Donc bravo, superbe réaction de McLaren. On ne s'attendait pas du tout à les voir là, personne. Allez, en 5 minutes, si tu veux bien, on va essayer de passer en revue un petit peu tout le monde. Petrov sur le podium. Super. Heidfeld, nulle part, pardonnez-moi de le dire comme ça. Beaucoup de questions, Erwan Brez, Seben34 aussi, qui t'interroge un petit peu sur ces extrêmes chez Lotus Renault. Alors, Petrov, formidable, là je crois qu'on peut tous les qualificatifs. On l'a dit l'an dernier, il était rapide mais inconstant. Là, quand il est rapide et qu'il reste sur la piste, voilà, le résultat est là, avec une très bonne voiture, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, avec un système d'échappement, mais pas seulement, une voiture remarquablement conçue, une belle équipe qui fonctionne bien, qui est repartie dans le bon sens. Bon, c'est génial, et je pense évidemment au pauvre Robert Kubica, et je me dis que d'un côté, il doit être ravi de voir son équipe qui marche, et de l'autre, le pauvre sur son lit d'hôpital, il doit bondir, mais bon, il vaut mieux que ça marche. Bon, ça c'est très... devant Alonso, pareil, là aussi dans la lancée, si j'ose dire. Ils étaient côte à côte sur la grille de départ. Ça devient sa bête noire, sa bête rouge, enfin comme on veut. Donc ça c'est super, vraiment. Premier pilote russe de l'histoire sur un podium. Il était tout gêné, le pauvre, après d'ailleurs à la conférence de presse, il regardait les deux autres champions du monde en disant, là je suis impressionné. Bon, ça c'est super. Heidfeld, il s'est raté en qualif déjà. On commence le départ de ses malheurs, c'est là. Donc il n'accède même pas à la Q2. Donc là il se loupe. Donc 2 tours où il a été gêné, paraît-il. Bon, c'est vrai, il se loupe. Ensuite, il a un problème apparemment justement de Kers. Enfin bon, en tout cas, il est nulle part. Il part 18e, il finit 14. Alors, il a été heurté, semble-t-il, dans le premier tour. Donc, il aurait eu le ponton droit abîmé. Enfin, on aurait aimé le voir revenir, surtout qu'il avait une machine qui lui permettait normalement de revenir. Bon, c'est pas grave, on va pas le condamner là. On sait qu'il est rapide, mais on attend beaucoup plus de lui en Malaisie et je pense Eric Boulier aussi. Bon, Ferrari, rapidement. Décevant. Alors là, c'est clair, parce que Ferrari était
ils le disaient eux-mêmes, hein, c'était des temps à 3-4 dixièmes des Red Bull, au minimum, hein, parce qu'on a vu déjà en qualif, ils étaient plutôt à 1 seconde. Et en course, malgré le baroud d'honneur, là aussi, Alonso s'est bien battu. Bon, Massa, je vais être cru, il n'y est pas. Ça y est, c'est bon. Massa, on a compris, c'est le numéro 2. Là, je veux dire, ça va choquer certains, mais c'est comme ça. Massa, il a compris, il a retenu Button, il a fait le boulot. Il n'a pas fait un mauvais Grand Prix, mais il lui manque toujours un truc. Par rapport à Alonso, il n'y a pas photo une demi-seconde. Donc, je crois que ça y est. D'ailleurs, un peu dans toutes les équipes, hein, parce que chez Red Bull, Vettel, Weber, parce que Weber, on ne l'a pas vu non plus. Chez lui, en Australie, il n'a pas été du niveau. Il prend 8 dixièmes de bon côté. Chez Ferrari, c'est clair. Alors, il n'y a que chez McLaren, à mon avis, où Button là, a eu sa course un peu au béret, on va dire, par tout ça. Mais voilà. Mercedes. Bon, alors Mercedes. Schumacher, très vite, il n'y était plus. Et puis Rosberg. Bon, le niveau de perf, il n'y est pas. Là, c'est clair, hein, parce que Nico Rosberg est dans les choux, il est 8e en qualif. Bon, il n'y est pas. Comme d'habitude, il domine Schumacher, ou pratiquement comme toujours. Schumacher à 3-4 dixièmes, ça commence à faire lourd, parce que là, on nous dit avant, non, ça y est, cette fois, c'est bon, l'auto, elle est faite pour moi, les pneus, c'est pour moi, et tout. Bah non, désolé. Et puis après, malheureusement, lui aussi, il se fait percuter au premier freinage par Jaime Alguersuari. Alors lui, il a fait le ménage, hein, il a tapé partout, parce qu'apparemment, il a tapé Schumacher. Après, je crois que c'est lui qui a tapé Heidfeld aussi, qui était 12. Donc voilà, donc bim, bam, boum, c'est le principe du billard. Bon, il a la pression, parce qu'il faut rappeler qu'il y a Ricardo qui est dans le fond du stand et qui est en train de le regarder. Exactement. Donc lui d'ailleurs ou Buemi, donc pour le moment celui qui est sur le baquet éjectable c'est plutôt Alguersuari. Donc voilà, donc pour revenir à Mercedes, pas le niveau de perf. Là, c'est pas de leur faute. Après, on l'a dit tout à l'heure, Barrichello, T-Bone avec Rosberg. Donc, un Grand Prix à oublier. Il va falloir que Mercedes, là aussi, quand même, soit de son niveau. Sinon, je pense que ça va souffler, mais alors très fort. C'est ça. Alors, les Sauber, bon, alors, elles étaient dans les points toutes les deux. Elles se sont fait disqualifier. On verra si la situation évolue. Alors, on avait été relativement époustouflé par Pérez, qui rentre dans les points brillamment. Kobayashi, ça nous faisait plaisir aussi. Bon, alors, on va mettre, si tu veux bien, de côté ce problème réglementaire. Plus, je voudrais que tu reviennes plus sur quand même ce Grand Prix et sur le fait que Pérez ne fasse qu'un arrêt au stand. Que faut-il en déduire aussi, via Pérez, donc, sur cette dégradation de pneus ? Est-ce que ça remet des choses qu'on n'avait pas soupçonnées? Très bonne remarque. Comme souvent en Formule 1, on joue à se faire peur. Et là, ça a été un petit peu ça. Parce que bon, les essais, il faut dire que Pirelli a dû faire évoluer ses produits naturellement. Moi, je trouve que ce premier Grand Prix est très bien déjà dans la mesure où il y avait une réelle différence entre la qualité, la performance procurée par les pneus tendres qui étaient là et procurée par les pneus durs. Donc il y a une différence, une vraie différence de longévité et de performance. Donc c'est vraiment bien. Ça veut dire qu'on a des options. Alors on a vu que ceux qui sont devant d'ailleurs sur le podium, eh bien comme on s'y attendait, ils ont réduit le nombre d'arrêts. Ils ont 2 arrêts, donc ça veut dire 3 trains de pneumatiques. Ferrari, trop conservateur, 3 arrêts, 4 trains de pneumatiques, donc déjà une explication. Et Pérez, formidable, parce qu'un jeune pilote de 21 ans, rookie, premier Grand Prix, capable d'emmener avec 2 trains de pneus sa machine au bout, chapeau, c'est superbe. Et comme tu le dis, mettons de côté, encore une fois, et c'est normal, il y a un règlement, mais j'espère que l'appel de sincèrement de Sauber sera entendu et qu'on reclassera. Ça me ferait mal au cœur de voir ces 2 jeunes pilotes. On sait tout le bien qu'on pense de Kobayashi, que ces 2 jeunes pilotes ne récoltent pas le bénéfice de leur superbe course. Moi, je suis ravi pour cette équipe suisse. Et puis, ces 2 jeunes pilotes, ça veut dire qu'on peut tenter des choses, on peut risquer des choses, y compris sur les pilotes, et ça fait bien plaisir. Dernière question, Jean-Luc. HRT. Qui ne prend pas le départ. Donc les 2 voitures, ils ne sont que 22 au départ, qui ont fait quoi, je crois 10 tours pas plus sur l'ensemble du week-end. Bon, ça te semble sérieux, condamnable, regrettable? C'est honteux, c'est pas du niveau de la Formule 1, je leur tape pas sur la tête non plus, mais là il y a un problème. Vouloir à toute force mettre 24 voitures, ils n'avaient quasiment pas roulé en essai, bon alors avec les vieux modèles, etc. Le nouveau modèle, il manquait toujours une pièce pour faire une voiture complète. On ne roule pas le vendredi, on fait un tour, je crois, juste avant les qualifs, et là ils font 10 ou 11 tours chacun. On peut pas en vouloir aux pilotes. Liuzzi, on sait qu'il n'est pas mauvais, hein, il fait ce qu'il peut. Kartikeyan, bon, on n'est pas dans les 107%. Heureusement, je dirais, c'était des chicanes mobiles. Il n'aurait même pas fallu leur permettre de venir en Australie, leur mettre une dérogation. J'espère qu'en Malaisie, ils seront moins ridicules. Voilà, c'est le mot qui convient. Bon, allez, la Malaisie, justement, ce sera donc le prochain Grand Prix. Donc on se retrouve dorénavant tous les lundis suivant un Grand Prix pour le débriefing F1. Vous savez que cette année, le label débriefing est décliné en plusieurs versions sur motorstv.com, donc on vous remercie de les regarder. On vous remercie donc pour votre participation dans cette première émission d'après Grand Prix, mais donc Jean-Luc, on a déjà hâte d'être après le deuxième Grand Prix, parce que forcément... si ça confirme ce qu'on a perçu. Voilà. Merci à toi, merci à vous, merci à tous nos amis et partenaires, et à bientôt. Salut à tous.